Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quad 9. Aujourd'hui, je reçois M. Fred Lordino, comme vous le savez. Nous aimons le recevoir sur télévision. C'est l'éditorialiste de la chaîne pour les affaires politiques en ce moment. Et le jeudi 25 et le vendredi 26, une grosse plénière est en train de se préparer du côté de la CTM, probablement la dernière grosse plénière de la CTM. Bonjour M. Lordino, merci d'être là. Bonjour Mano, bonjour à tous les téléspectateurs de Zouk qui nous écoutent et qui nous regardent. Voilà, alors, juste avant de parler de la plénière, est-ce qu'on peut faire un petit peu un retour? Parce que j'ai entendu le conseil exécutif, monsieur en charge des opérations et aussi porte-parole, je crois, du gouvernement, du gouvernement, pardon. Oui, du gouvernement local. Local, oui. Dit un certain nombre de choses. Donc, je me suis dit, tiens, je vais profiter de notre rendez-vous pour essayer d'avoir un peu de lumière là-dessus, parce que j'ai l'impression que tout baigne dans l'huile. Toutes les réalisations qui ont été faites en Martinique depuis quelque temps sont à leur profit, enfin que tout se passe bien. Alors, quelles sont les réalisations, M. Lordino, à votre avis, qui ont été réalisées pendant cette mandature? J'ai eu l'occasion d'entendre le conseil exécutif Daniel Marie-Sainte dans un exercice qui, ma foi, m'a laissé assez pantois, mais qui a dû amuser quand même un certain nombre de Martiniquaises et de Martiniquais. Parce que il dit des choses qui sont vraies, mais il les enrobe d'un certain nombre de contre-vérités. Ils ont effectivement, la majorité en place, terminé les travaux à Victor Fouche. C'est vrai, il y a des bureaux de la CTM, mais est-ce que c'est ça qu'il fallait faire là? Ils ont en effet mis en service 2 ans après et avoir jeté par les fenêtres 4 millions d'euros en donnant 2 200 000 euros de pénalité à Vinci. Ils ont payé les pénalités de retard, ils ont quand même réussi à faire fonctionner les quelques bus. Ils ont aussi continué un certain nombre de chantiers, comme le lycée Chelcher. Mais aujourd'hui... Mais vous dites bien continuer, parce que Victor Fouche aussi, c'est une continuation. Exactement. Parce que je me rappelle, à l'époque, il y avait les riverains où se pétaient par rapport à la poussière, il fallait mettre des bâches. Il me semble que c'était à l'époque de la région de Letchimy. Voilà. Concernant le pôle universitaire de santé, un chantier emblématique pour moi, qui aurait déjà dû être plus avancé. Eh bien, ils sont en train de le continuer et j'espère que d'ici 2-3 ans, nous pourrons le réceptionner. Donc, beaucoup de choses dans la continuité de ce qui avait été entamé et peu de choses nouvelles. Par exemple, ces jours-ci, ils utilisent les outils de la collectivité, ils utilisent les bâtiments de la collectivité pour faire la promotion autour de l'extension du TCSP. Mais pendant plusieurs années, les études sont restées à l'arrêt. Alors justement, nous sommes proches des élections. Voilà. Est-ce que quelque part, on n'a pas le droit, dit, semble-t-il, qu'on ne doit pas, en période électorale, faire un certain nombre de choses? J'invite les compatriotes à être très attentifs et à tous les candidats futurs, parce qu'il y aura des élections, à bien noter l'ensemble des infractions commises par l'équipe en place qui utilise les biens publics à des fins de propagande. Ce n'est pas admissible qu'aujourd'hui, les moyens de la collectivité de Martinique soient utilisés au profit d'un mouvement, d'un parti politique qui dirige seul actuellement les affaires de Martinique. Et il y aura certainement des contentieux pour les élections territoriales à venir. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'étonne. Lorsque une équipe arrive au pouvoir, quelle qu'elle soit, que ce soit en politique ou dans le privé, à partir du moment qu'on est élu, c'est continuer pour œuvrer pour le bien des Martiniquais, me semble-t-il. C'est cela. C'est pas simplement dire c'est moi qui ai fait ci, c'est pas moi qui ai fait ça. Ça n'a pas d'importance pour l'électeur martiniquais. Les gens sont bien contents aujourd'hui de pouvoir aller à l'aéroport en temps de pluie, chose qui n'était pas possible avant. Alors qu'il y avait une opposition farouche de M. Marie-Sainte à la construction d'un viaduc à côté de la Lézarde. Il était opposé à ces travaux. Et heureusement, nous les avons faits. Mais il était opposé à beaucoup de choses, et notamment à ce qu'on verse aux chauffeurs de taxi 80 000 euros à l'époque. Donc aujourd'hui, les taxis se retrouvent sans rien, fort mécontents, mais surtout, il y a une stratégie qui est mise en place pour faire disparaître les artisans taxis, parce que tant qu'il y a des artisans taxis, ils ne peuvent pas augmenter le prix du billet du TCSP. Donc, l'objectif en sous-main, c'est de faire disparaître ces artisans taxis, mais à petit feu, les laisser crever, comme on peut dire, hélas, plutôt que de les accompagner et de faire que les artisans taxis contribuent à une politique de mobilité en Martinique. On peut multiplier les exemples. Il dit aussi
qu'il n'y a pas de problème de coupure d'eau à Séguino. Non, alors, ça n'existe pas, monsieur. Il n'y a pas de problème à Séguino. Il n'y a pas de problème, non, monsieur. Tout le monde, on a tout le temps de l'eau. Alors, vous avez un peu de pluie, là, ces jours-ci dans le carême. Donc, les problèmes ne sont que reportés. Il dit, il n'y a pas d'investissement à faire non plus pour les réseaux d'assainissement et d'eau. 300 millions d'euros d'investissement à faire et un budget qui dit on va faire à peine 5 millions d'euros de travaux. Ce n'est pas acceptable. Et les Martiniquais devront, en juin, là, prendre leurs responsabilités et renvoyer ceux pour qui ils revendiquent la retraite. J'ai cru comprendre qu'il a beaucoup parlé d'un droit à la retraite. Il dit, bon, aujourd'hui, le président du conseil exécutif est atteint d'un certain âge, donc il a largement aujourd'hui contribué à la vie politique du pays, 50 ans. Il est temps donc qu'il prenne sa retraite, et cela, je suis totalement en phase avec Daniel Marissint. Alors, concernant le PAGMA, est-ce que c'était nécessaire de faire ça maintenant, à l'approche des élections toujours? Parce que est-ce que ce n'est pas là encore interdit par la loi? Parce que j'ai un petit peu l'impression que c'est l'utilisation du matériel, enfin des projets de la CTM, à une période un petit peu... Hier, il y a eu une réunion à Casse-Pilote avec les maires de la Côte-Caraïbe, soi-disant pour présenter un document qui n'a pas de valeur légale. Il faut le dire aux Martiniquais. Ce document-là, si toutefois il passe le cap du contrôle de légalité, parce qu'il ne va pas passer le cap du contrôle de légalité, si jamais on le met en œuvre, ça va aboutir à une contestation des citoyens. Lorsque vous avez demandé un permis de construire, qu'on va vous le refuser, eh bien, ce document, il n'aura pas la portée juridique puisqu'ils ne veulent pas soumettre le document au Conseil d'État. C'est assez complexe, on ne va pas trop parler de détails techniques, mais le résultat, c'est que vous aurez une multiplication des contentieux entre les communes, la collectivité et les citoyens. C'est-à-dire le maire, dans sa commune, qui connaît... Le maire vote un PLU avec un plan local d'urbanisme. Voilà, le plan local d'urbanisme. Le maire est le premier, en fait, à savoir les choses de sa commune. Or, ils disent au maire, à la CTM, nous allons voter un fameux plan d'aménagement, mais qui n'aurait pas reçu l'aval du Conseil d'État. Donc, ils disent au maire, le document que nous voulons faire adopter sera contraignant pour vous. Mais le maire peut dire, monsieur, votre document, il n'a pas une valeur juridique supérieure au PLU voté par la commune. Et nous entrerons dans un conflit permanent entre les collectivités et la CTM. Donc là, j'espère que les Martiniquais, hier, ils étaient à Casse-Pilote. Mais pourquoi ils n'ont pas parlé des vrais problèmes de mobilité, par exemple? Ils veulent construire un viaduc à 120 millions d'euros à Chelcha. Mais le vrai problème, c'est le désenclavement de Terreville. Le vrai problème, c'est les riverains, le collectif de Roxonan qui m'a adressé un courrier que je suis en train de traiter parce que les gens ont leur maison en danger, leur famille en danger. Il faut que la CTM assume ses responsabilités et protège les Martiniquais. Entre Prêcheurs et Saint-Pierre, il y a des problèmes de pont. Ils voulaient faire un vieux pont Bélé. Il faut construire un ouvrage d'art conséquent. Il faut aller de l'avant. Il faut investir en Martinique. Les ponts Bélé, ça nous rappelle bien 40 ans en arrière. Ça. Exactement. Je crois que ça a vraiment... Ça ressemble bien à ce qui dirige actuellement. Alors, cette consultation préalable aussi pour l'extension du TCSP, j'ai cru comprendre que c'est très encadré. On a fait venir des gens de Marseille, de partout pour cette consultation. Mais est-ce que là encore, c'était le moment de faire ça? Pourquoi l'avoir pas fait depuis longtemps? Ou pourquoi ne pas laisser la nouvelle équipe lancer ce genre de choses? Alors, l'argument, c'est qu'il y avait le Covid. J'ai entendu aussi, c'est le Covid qui a reporté la concertation. Mais on aurait pu organiser une concertation d'abord par voie numérique. C'était possible. Et mettre le dossier pour tous les Martiniquais qui, avec leur smartphone, chez eux, leur ordinateur, pourraient consulter. Il y a surtout une volonté d'utiliser aujourd'hui ces travaux, ces plans d'extension du TCSP comme argument politicien électoraliste. Parce que la vraie question, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi c'était gratuit, maintenant c'est payant, pourquoi ils veulent faire payer 30 € par mois aux étudiants. La proposition que nous avons formulée, c'est 10 € pour les étudiants. Pourquoi aujourd'hui, il y a tant de problèmes de connexion pour les artisans taxis du François et de Ducos qui voient la fin de leur activité? Il faut donc avoir de l'humanité, se rapprocher vraiment des personnes qui sont en souffrance
et les aider à vivre au quotidien et non pas faire de la propagande électorale à longueur de journée. Concernant cette histoire de Pagma, est-ce que ça sera, je suis Gaumondais, est-ce que le maire du Gaumont va décider, si j'ai un morceau de terrain au Gaumont, de changer la qualification de mon terrain avec cette histoire de Pagma? C'est-à-dire que eux, ils veulent, en tout cas l'actuelle majorité, a fait diviser, hein, je ne sais pas trop parce que... Il y a le SAR aussi. Non, il y a le SAR, le schéma d'aménagement régional, qui est un document officiel. C'est ce que nous devons faire actuellement. D'accord. Modifier le SAR, l'adapter aux nouvelles réalités urbaines, aux routes, à tout ce qu'on veut faire. Mais eux, ils ne veulent pas du schéma d'aménagement régional. Ils veulent un document comme la Corse, c'est-à-dire qu'ils sont sur le modèle Corse. En fait, ils veulent réintroduire le débat sur l'article 74. C'est ça le fond de la pensée, je dirais, du néomime, puisque le parti a été dissous et maintenant on ne sait plus trop dans quelle organisation juridique ils sont. Eh bien, ils veulent un document comme la Corse, mais en fait, ils veulent revenir à un débat sur l'article 74, puisque chaque fois qu'on leur dit « Pourquoi vous n'investissez pas ?», ils vous disent « Ah, dans le 73, ce n'est pas possible », ce qui est naturellement une contre-vérité. Oui, parce qu'en Corse, les deux présidents ne sont pas du même bord. Hein. Mais ils s'entendent. Ils s'entendent et ils vont à Paris plaider ensemble. Il nous faut sortir de cet affrontement entre un président du Conseil exécutif indépendantiste et un président de l'Assemblée qui est autonomiste, le docteur Lise. Mais là, sur la plénière du 25 et du 26, le président du Conseil exécutif propose 55 points. Et avec d'autres collègues, le collègue Monplaisir, vice-président, nous disons, président, ce n'est pas possible. Il y a trop de points à cette plénière. Ça va encore se terminer à 1h, 2h du matin. Et là, il y a une discussion avec le Conseil exécutif et il décide d'enlever 13 points. Ce qui fait qu'on passe de 55 à 42 points. Mais pourquoi il n'y a pas une concertation préalable pour dire « mais c'est 42 points dès le départ, voilà comment on va organiser les débats ». Deuxième point qui montre le désaccord qu'il y a au sommet de la collectivité. Le président, lui, qui est médecin, dit « faisons une plénière en visioconférence parce qu'il y a un réel risque sanitaire, mettre 60 personnes à Plateau-Roi dans cet immeuble où vous avez une climatisation défectueuse, vous avez un risque, une possibilité d'infection. Donc. Et le président du Conseil exécutif, il tient absolument à ce que la plénière se fasse parce qu'il veut présenter son document de budget et en mettant en péril la santé. Donc aujourd'hui, nous sommes divisés dans l'Assemblée. Il y a ceux qui veulent aller en présentiel et ceux qui, comme moi, disent nous allons rester en visioconférence parce que vous n'offrez pas les garanties sanitaires au personnel et aux élus dans votre plénière en présentiel. Mais est-ce que la plénière aura la même importance si vous êtes divisé, une partie dans la salle, une partie... C'est possible techniquement. Maintenant, ce ne sera pas la même ambiance et puis il y aura à gérer les votes. On sera obligé de faire des votes à l'appel de manière nominatrice. Ce sera plus compliqué alors qu'on aurait pu, je leur ai dit, si vous voulez absolument faire une plénière en présentiel, prenez le stade Louis-Achille, aménagez-le dans le gymnase, comme ça on aura l'espace, la distanciation, mais nous ne pouvons pas, nous, élus, donner le mauvais exemple. Bien. Je sais que vous êtes un élu du Nord. Oui. Section Nord. Section Nord, et vous êtes très attaché à cette partie de la Martinique. Qu'est-ce qui se passe à cette Marie? Est-ce que vous avez des nouvelles pour ces histoires de routes défoncées, voilà. Ces gens qui ont leur maison qui tombent, qui sont sur le point de tomber? C'est ça, d'abord, pas, évidemment. Le plus important, c'est 450 familles à qui je veux apporter mon soutien et leur dire qu'il faut continuer le combat pour que l'État puisse jouer son rôle. Monsieur le ministre, monsieur Sébastien Lecornu, a dit une maison, une solution. Eh bien, qu'il le fasse. Que les fonds Barnier soient versés là, le plus rapidement possible aux familles. Que là, maintenant, on trouve des solutions de relogement pour les familles qui ne sont pas relogées. On arrête de perdre du temps. Dans un premier temps, l'État avait pris un arrêté où l'État refusait de reconnaître qu'il y avait des glissements de terrain. Mais c'est assez incroyable. Aujourd'hui, les services de l'État doivent se mobiliser aux côtés des services de la CTM et de la commune de Sainte-Marie et des autres communes pour trouver des solutions et faire avancer les dossiers.
on n'a que trop tardé. Et à la CTM, il faut une cellule spécifique qui s'occupe au cas par cas de la situation de chaque famille sinistrée. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, hélas. Et tout va bien. J'espère que, on va trouver des solutions. Pour la route, j'ai entendu dire qu'elle sera prête dans 3 semaines, la route nationale 1. OK, il faut s'en réjouir. Mais, Mano, lorsqu'on voit l'état de la route de reculer et les plaintes que je reçois des riverains qui me disent « Mais regardez, il n'y a pas de fossé bétonné, il n'y a pas d'accotement », je ne parle même pas de Mont-Théodore, là où la route s'est effondrée. Il y a un vrai souci. Les routes martiniquaises ne sont pas entretenues. Il faut changer de majorité à la CTM. Alors, les routes ne sont pas entretenues. Ce problème de Seguino, j'entends dire que ce n'est pas un chantier emblématique, ce n'est pas un souci non plus. Finalement, qu'est-ce qui est un souci? Je ne sais pas. C'est quand même le bien-être des Martiniquaises et des Martiniquais qui devrait primer. Les routes, exact. Les abords. L'intérêt collectif, les réseaux d'eau. Voilà. Il faut refaire ce réseau d'eau en Martinique. Oui. 300 millions d'euros eau et assainissement. L'argent est là. C'est une priorité. Et je suis... Mais c'est hallucinant. Parce que, vous savez, lorsque vous avez quelqu'un qui vit dans un quartier où il y a de l'eau en permanence, où il n'y a pas de souci, cette personne vous dit qu'il n'y a pas de problème ailleurs. Et c'est ce qui se passe. Comme cette personne a certainement les moyens de se payer des bidons d'eau ou d'avoir l'eau pour faire tous ces travaux, il n'y a pas de difficulté. Mais aujourd'hui, il y a un problème sur le prix de l'eau. Nous devons baisser le prix de l'eau. Il y a l'Assemblée générale du Comité citoyen du Sud le 21 mars à Sainte-Luce. Eh bien, il faudra rappeler à tous les organismes et à la CTM qu'il faut baisser le prix de l'eau et mettre un tarif social de l'eau sur la base de 120 mètres cubes d'eau utilisée par une famille par an. On pourrait décider qu'il y a 48 mètres cubes qui sont offerts par la collectivité, payés pour soulager notamment les personnes qui vivent seules et qui ont de petites retraites. Ça, c'est des choses concrètes qu'il faut faire, mais le grand monsieur de la CTM, enfermé dans son bunker au 3e étage, sécurisé, verrouillé, avec ses digicodes, il vous dit, mais il n'y a pas de problème d'eau en Martinique. Tout va bien. Pourquoi vous n'êtes pas plus écouté, monsieur Lordino? Parce que ça me paraît du bon sens, ce dont vous parlez. Parfois, il faut être nombreux pour faire triompher le bon sens, et j'espère que nous serons nombreux à prendre le chemin des urnes d'abord en juin, pour pouvoir mettre en place les personnes qui peuvent conduire les bonnes politiques pour le pays, en utilisant tout l'argent qui est disponible. Parce qu'on aura une grosse discussion sur le budget, ce sera le principal élément. L'État donne plus d'argent. Ça, c'est indéniable. Mais j'ai aussi remarqué que l'État semble vouloir reprendre de l'argent aux mairies, au fait. Vous avez vu ça? Alors là, il y a eu un petit pataquès. L'État s'est emmêlé les pinceaux, parce que l'État devrait compenser les pertes d'octroi de mer, puisque l'octroi de mer, c'est une recette essentielle des communes. Et il se trouve que l'État a surcompensé. Donc là, maintenant, l'État demande aux communes de rembourser le trop perçu. Alors, je ne sais pas ce que le président de l'association des maires, ce qu'ils vont dire, mais là, il faut demander à l'État un moratoire pour rembourser, comme pour les entreprises. Surtout si l'argent a déjà été utilisé. On est dans une situation difficile. C'est le grand combat que nous devons mener et j'espère le mener avec beaucoup d'entrepreneurs en Martinique. Nous devons demander à l'État aujourd'hui d'arrêter les poursuites contre les artisans et les entrepreneurs, de décider un moratoire sur les charges sociales. Là, la Chambre des métiers demande 300 000 euros comme subvention à la CTM et j'entends dire que les dirigeants actuels de la CTM ne veulent pas donner 300 000 euros aux artisans martiniquais quand on vient de donner 3 millions d'euros à Corsair sans aucun document. Donc, il faut changer de politique et se consacrer à ceux qui font vivre et travailler les jeunes, les moins jeunes au pays, c'est-à-dire les entreprises et les artisans. Alors, dernier point rapide, la concertation que vous avez avec les différentes réunions tenues avec M. Bonol, Mme Junie Delis, il y a eu de nouvelles réunions, ça se passe comment? Ça avance bien. Nous étions au Marigot samedi dernier, très belle réunion à l'espace Michel Renard, où nous avons parlé
de l'agenda rural martiniquais. C'est emblématique, ça, d'aller chez Michel Ouana. La Martinique avant tout. Et oui, c'est quelqu'un qui avait une vision, même si je ne partageais pas ses convictions, un peu droitière. Bon, mais il a œuvré aussi comme conseiller général pour ce réseau routier qu'il y a dans le Sud. Ouais. Hein, c'est vraiment lui. Donc aujourd'hui, il faut continuer à travailler sur les propositions et notamment mettre en œuvre un agenda rural martiniquais pour qu'on puisse utiliser les fonds européens. Aujourd'hui, il y a 2 millions d'euros à la disposition de Cap Nord. Il n'y a que 24 projets. L'argent est là, il va repartir. Il faut se rassembler autour d'un projet et faire que les Martiniquais se fédèrent davantage encore pour les élections à venir. C'est ce qu'on appelle un dégagement d'office, c'est-à-dire que l'argent repart aujourd'hui, oui, aujourd'hui, ils ont 28 millions d'euros sur les fonds d'aide aux entreprises qui n'ont pas été utilisés. Donc ça repart. Donc ils sont en train de négocier pour conserver l'argent. Bien. Il y a encore plein de choses que je voulais voir avec vous, cette histoire de piqûres, de vaccins. Enfin bon, ce sera l'occasion d'une autre émission. Merci beaucoup. Et puis on va évidemment faire le point sur cette grosse plénière le jeudi 25 et le vendredi 26. Merci beaucoup, monsieur Lordino. Merci Mano, merci à tous. Merci beaucoup, Manuela, pour la réalisation. Merci à vous chez vous. Alors, certaines personnes se plaignent de ne pas savoir exactement à quelle heure cette émission Croix de Neuf est diffusée le soir à 19h30. Rediffusé le lendemain matin à 6h30 et le lendemain midi, 12h. 3 diffusions minimum de cette émission tous les jours, du lundi au vendredi. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir voir toutes ces émissions, parce que vous avez bien remarqué que nous vous donnons un certain nombre d'explications. Merci et à très vite sur Zouk TV.